Bastogne, le 24 décembre 1944. Je suis tellement fatiguée que je me suis endormie sous les obus. Jimmy est venu me chercher en jeep. Le soleil brille dans un ciel bleu intense. L'infirmier sait que par un beau temps pareil, il y aura encore des parachutages. Arrivé au séminaire, souriant de toutes ses dents, l'infirmier noir me fait signe de le suivre. Dans un coin de la pièce, il avait décoré un sapin de Noël. En me retournant, des dizaines de blessés gisent sur le sol. La plupart me sont inconnus. Venus de je ne sais où, 2 jeunes médecins militaires secondent enfin notre capitaine médecin qui tenait le coup par je ne sais quel miracle. Le parachutage de médicaments rend quelques actes médicaux possibles. Les gémissements de douleur des uns se mêlent aux cris et aux sanglots des autres. Je cours d'un matelas à l'autre, je me sens si impuissante, parfois même inutile. J'ai craqué pour la première fois aujourd'hui. Je suis allée dans une pièce vide et je n'ai rien fait pour retenir mes larmes. On nous apporte à l'intention des soldats blessés une feuille signée McAuliffe qui leur souhaite un joyeux Noël. Et un véritable appel plein d'espoir en la victoire. Une harangue un peu pompeuse, mais qui a le don de redonner un peu de courage à nos pauvres blessés. Tout le personnel médical a décidé de rendre cette veillée la moins pathétique possible. De la nourriture nous a été fournie, et au moment où Jimmy et moi commençons à distribuer les repas, une formidable lumière, due aux fusées éclairantes, illumine la rue. 5 minutes après, ce sont les bombes qui explosent partout autour de nous. Les soldats blessés ont entonné des chants de Noël pendant ces déflagrations. J'ai rejoint les chœurs en me disant que tout pouvait m'arriver, même le pire. Ce n'était plus très important. Je suis habitée par une sorte de fatalisme. J'ai juste une pensée pour mes parents, les espérant à l'abri. Une apparition. Je ne peux pas l'appeler autrement. Un jeune prêtre arrive au milieu de ces chants. Il a donné la communion à chaque soldat en ayant pour chacun une parole de réconfort. Il me dit à l'oreille que dans un petit village au sud de Marche, 34 jeunes gens ont été abattus par les Allemands. De telles atrocités deviennent difficilement supportables. La mort rôde dans la région sans chercher ses victimes. Elle frappe, au hasard, sans vergogne. Il ajoute aussitôt qu'il a aussi su que des villages commencent à être libérés et que c'est pour lui un encourageant espoir de paix prochaine. En ce 24 décembre, l'Ardenne s'apprête à vivre une veillée de Noël particulièrement difficile. Alors que la 2e Panzer-Division n'est plus qu'à 8 km de Dinant, elle subit les assauts conjoints de la 2e Division blindée américaine et de la 29e Brigade blindée britannique. De son côté, la colonne blindée Piper tombe à court de carburant et est contrainte d'abandonner et de saboter ses véhicules. En province de Luxembourg, les Allemands réalisent une percée à Verden. Bastogne s'apprête à vivre une nuit d'enfer. Les Allemands décident de jouer leur va-tout pour tenter de prendre la ville. Ils avaient des blancs sucres plein les poches et des cigarettes Saint-Michel, donc pour les exciter. Et alors au soir, donc ils partaient pour aller prendre pour la dernière fois Bastogne. Alors il expliquait donc à mon papa que quand il reviendrait demain matin, Bastogne serait pris. Alors ils auraient gagné la guerre. Mais pas de chance. Et ce qui leur passé le lendemain, c'était vraiment minime. Hein? Quelques centaines, je crois. Ils ont attaqué Bastogne en force. Et toute la nuit, le bâtiment tremblait tellement. Les Américains ripostaient à Bastogne, donc ils tiraient vers Nef ici. C'était des obus, c'était des tirs, toute la nuit, sans arrêt. Et un Allemand est rentré le matin et il nous a dit qu'ils étaient partis à 200 vers Bastogne, une compagnie de 200. Ils rentraient à 2. Il nous a dit, je ne sais pas où ils sont, disparus, tués, nous rentrons à 2. Et nous savions ça parce que dans les Allemands, il y avait des Alsaciens qui parlaient très bien le français et c'est par eux que nous savions donc ce qui se passait. Il y en avait un qui avait un tank là-bas
un peu plus bas que chez nous. Et alors, lui, avant de partir, donc parce qu'il démarrait encore le tank, je ne sais pas comment, moi, et il s'était fait couper la main ici. Et alors, il pleurait. Il ne pleurait pas parce qu'il avait mal, il pleurait surtout parce qu'il ne pouvait pas être avec ses copains la nuit pour prendre Bastogne. Au cours de cette nuit de Noël, la ville va subir 2 bombardements successifs. La Grand Rue et la rue de Neufchâteau subissent de sérieux dégâts. Nous étions dans une cave chez des amis à deux maisons de chez moi, de chez ma mère. Et alors, effectivement, le maître de maison est dans sa cour et tout d'un coup, il voit que tout est illuminé. Et c'était le 24 vers 8, 9, 10 heures le soir, je ne saurais plus dire. Et il crie au-devant de la cave, « Oh, c'est magnifique, ils illuminent tout, c'est la nuit de Noël. » Et je suis le premier hors de la cave pour aller voir les illuminations. Et puis les gens sortent. Parce que même que nous étions en décembre 1944, on n'était pas encore au courant des artifices de guerre. Et en fait, c'était des fusées éclairantes pour voir s'ils étaient bien sur la ville. Et donc, derrière les fusées éclairantes, il y avait les bombes. Alors, naturellement, à ce moment-là, quand les premières bombes sont tombées, les déflagrations, on était tous dans la cour. Et j'ai eu l'impression, et j'ai toujours l'impression, que les 25-30 personnes qu'on était dans la cave, je ne m'en rappelle plus bien, je ne les ai pas comptées, j'étais vraiment trop jeune, j'ai l'impression qu'on est rentré en une fois dans la cave, parce que moi je n'ai pas touché un escalier, j'ai carambolé le long du mur, je me suis retrouvé devant ma porte où j'avais mon matelas sur les pommes de terre, j'ai plongé sur le matelas, ma mère me tenait dans ses bras, elle avait une lampe de poche, d'époque naturellement, elle a voulu m'éclairer pour me demander si ça allait, ben, il fallait bien que ça, je lui ai dit oui, mais je ne voyais pas la lampe, tellement il y avait de la poussière qui tombait des bétons. Le poste de secours de la rue de Neufchâteau est détruit lors du bombardement. Parmi les victimes, Renée Lemaire, une jeune infirmière originaire de Bastogne qui s'était vouée corps et âme pour soigner les blessés. Un autre drame va se jouer en cette veille de Noël. Dans le village de Bande, la Gestapo va ôter la vie à 34 jeunes gens en représailles de l'assassinat de 3 officiers allemands par l'armée secrète quelques jours avant la libération de septembre. Le lendemain, donc, des troupes se sont amenées de la barrière de Champlon et tous ces soldats ont brûlé toutes les maisons, 35 maisons je crois, qui se trouvaient le long de la grande route Marche-Bastogne. Et l'un d'eux avait dit à quelqu'un qui se sauvait, « Nous reviendrons ». Et ils sont revenus en décembre 1944. Un peloton spécial de Himmler est arrivé à Bande et a fait une rafle, a rassemblé une septantaine d'hommes du village et du village de Grune également. Vers 11h moins le quart ou 11h, je ne sais plus, je suis sorti de la messe et j'ai vu des hommes du village qui descendaient la grande route, la rue principale, accompagnés de soldats allemands armés. Je n'ai pas de souvenir si j'ai vu des SS ou quoi sur les uniformes. C'était des soldats armés qui étaient d'ailleurs casqués pour certains. Le père et le frère de Michel Gouverneur font partie des hommes emmenés par la Gestapo. En après-midi, donc, des SS, enfin de cette fameuse bande-là de mercenaires SS, sont venus chercher mon père, mon frère et les 2 séminaristes qui étaient là. Il y a eu une petite hésitation pour mon père. Tout d'abord, je dois vous dire que les Allemands qui étaient chez nous et qui étaient des gens excessivement corrects avec la population ont voulu intervenir auprès de ces autres soldats qui venaient arrêter mon père et mon frère, et ils ont été très vertement et très sèchement renvoyés dans la place à côté. Alors, un Allemand est venu dire qu'il avait besoin de mon père pour allumer le four, parce qu'il fallait fêter Christmas. Il fallait que les combattants fêtent Christmas le soir. Et alors les SS ont autorisé mon père à rester à la maison pour allumer le four. Et il est descendu plus tard pour rejoindre le groupe de tous les hommes du village et d'ailleurs qui se trouvaient dans la scierie Rulquin.
Après interrogatoire, 33 hommes sont sélectionnés parmi les otages. Quand on a renvoyé tous ceux qui avaient été interrogés, tous les hommes du village et des environs, les Allemands, les SS ont gardé les 35 hommes, les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient, leur laissant uniquement leurs mouchoirs, et les ont amenés devant la maison Bertrand, où se trouve maintenant le monument de Bantes. Là, ils ont été alignés, la tête tournée vers la route, contre le mur, en 3 rangs. Un officier SS est entré dans l'embrasure des ruines de la maison Bertrand et se faisait amener tous les hommes l'un après l'autre et les tuait d'une balle dans la nuque. Ils étaient amenés un à un à l'entrée de la maison. Et Léon Prel, à son tour, a frappé sur un Allemand, sur l'Allemand qu'il conduisait, et est parti. Il s'est sauvé, et il est allé se cacher dans un bois, et puis alors dans un village, et finalement pour se retrouver le lendemain dans le fenil de son oncle, qui était bourgmestre de Bantes. Donc à ce moment-là, Bantes ne savait rien, sauf Léon Prel, et sauf l'oncle de Léon Prel. 2 autres jeunes hommes, originaires de Roye, seront abattus le lendemain, au même endroit, dans la cave de la maison Bertrand. Les hommes étaient échelonnés entre 31 ans pour le plus âgé, c'était mon père, et le plus jeune, André Gouverneur, avait 17 ans. Donc ils sont tous des jeunes gens. De l'ensemble, il y a, je crois, 8 orphelins, dont je suis le plus âgé. Comme à Bourcy et Noville, les criminels ne sont pas d'origine allemande. Ce n'étaient pas des Allemands, je le vois ici dans l'identité des coupables. On parle entre autres d'un Niçois et d'un Breton, entre autres. Et un des témoins, c'est-à-dire une des personnes qui a été arrêtée, mais qui n'a pas été retenue, a dit à un moment qu'il lui semblait avoir reconnu des accents belges ou des accents liégeois parmi ces militaires. Pardonner, non, je ne l'ai pas encore fait. Non. Le pardon, ça c'est l'affaire du bon Dieu, c'est pas mon affaire, ça. Il fasse son travail, pas le mien.